Et bien sûr, quand on parle de Marlon Brando, on parle tout de suite, bien sûr, de sa séduction. Sa voix, vous remarquez que quand on entend la véritable voix de Marlon Brando, elle est presque enfantine, avec parallèlement un corps, un visage, une expression qui au contraire paraît plus sévère. Cette espèce de dichotomie entre les deux, je pense, participe au magnétisme total qu'exerçait Marlon Brando, aussi bien au cinéma que dans la vie. Sa première femme, Anna Kashfi, avec qui il est resté pendant 2 ans, disait que sa séduction était aussi subtile que le mécanisme de la guillotine. Je vous laisse réfléchir là-dessus, mais je pense que c'est une assez bonne définition. Marlon Brando, c'était un séducteur troublant, et troublé sans doute aussi lui-même. C'est quelqu'un, et ce n'est un secret pour personne, qui séduisait autant les hommes que les femmes. On lui attribue toutes les conquêtes possibles, toutes les plus grandes stars américaines, et certaines françaises, ont couché avec Marlon Brando. Marlon Brando ne se cachait pas du tout de ce qu'il était, c'est-à-dire bisexuel, et quand on y pense, la réalité, c'est que les plus grands séducteurs de l'histoire du cinéma américain sont tous bisexuels ou homosexuels. Le premier d'entre eux, Rudolph Valentino, au temps du cinéma muet, le fils du cheik, toutes les spectatrices se pâmaient devant la beauté de Valentino. Bon, les femmes, c'était pas vraiment sa priorité. Et la liste continue avec James Dean, qui lui-même a raconté ce qu'il a fait avec certains producteurs pour avoir des rôles. Donc Marlon Brando, Montgomery Clift, Cary Grant. Voilà, c'est une particularité. C'est assez amusant, c'est drôlatique. Il est difficile d'expliquer la magie, pourquoi ces acteurs opèrent une telle séduction sur les êtres aussi bien à l'écran qu'à la ville. Peut-être que justement leur bisexualité est une des clés de ce mécanisme amoureux de séduction, et Marlon Brando en est vraiment un exemple total. Tout à l'heure, je vous ai montré un petit extrait de Candy, qui est un film réalisé par Christian Marquand, bon, qui est un film un peu particulier, qui n'a pas un grand intérêt, mais Christian Marquand est certainement la personne qui a été la plus proche sentimentalement, ou au moins affectivement, c'était vraiment l'ami de toujours de Marlon Brando, qui est venu toute sa vie en France très souvent pour fuir le système américain. C'est une relation vraiment très très forte, puisque le premier fils de Marlon Brando s'appellera Christian. Et je crois qu'à travers aussi Christian Marquand, c'est la relation particulière qu'avait Marlon Brando avec notre pays, la France. Et je vous propose de regarder ce petit document où on entend Marlon Brando parler en français, et vous allez voir le charme, l'humilité dans sa façon de parler français. Il y a bien sûr la volonté de séduire, mais on voit aussi, je pense, on ressent son amour pour la France et pour la culture française. Tout cela pour dire que cette relation avec Christian Marquand était tout à fait totale et a beaucoup compté dans sa vie. On a même raconté que, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il aurait eu une relation avec Edith Piaf, mais tout ça pour dire que Marlon Brando avait une relation particulière avec la France, et ce petit document est tout à fait savoureux. Bon, une petite chose avant de vous le montrer. Il est interviewé par Léon Zitrone. Je l'ai interviewé il y a assez longtemps pour un livre d'enquête, Léon Zitrone, qui était un personnage énorme, qui avait un ego surdimensionné, ça n'enlève rien à son talent, mais qui avait certainement une très haute idée de lui-même, et je pense que parfois les gens qui l'interviewaient, c'était surtout lui qui le mettait en valeur. Et vous allez voir dans cet extrait la patience quand même de Marlon Brando, face à Léon Zitrone, qu'il ne connaît certainement pas, et cette interview n'est pas l'une des meilleures de Léon Zitrone, qui fait preuve d'une impolitesse, d'une inconduite. C'est vraiment une interview déplorable. J'ai été longtemps journaliste, je pense que regardez cette interview, vous allez voir un très bon exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire en matière d'interview. C'est très mauvais. Léon Zitrone, même lui, qui a été une des grandes icônes de l'ORTF, est quand même, dans cette interview de Marlon Brando, consternant.
regardez Marlon Brando parler français. Maintenant, au bar des vedettes, nous avons l'une des plus grandes vedettes du monde. J'ai nommé Marlon Brando. Marlon Brando, merci de venir parmi nous. Vous parlez français, je crois. Oui, je parle français un peu. Et Ça où marche? l'avez-vous appris? Oui, ça marche. Ah bon, très bien. Où l'avez-vous appris? Le français, partout. J'ai beaucoup d'amis français en Amérique, ici. Tout le monde, je ne peux pas respirer oui, parce que j'ai fini faire les autographes avec toutes les oui, et je suppose que vous êtes arraché, comme l'on dit. Oui, le nation français, c'est très fort. Oui, n'est-ce pas? Seulement. Mais vous savez, c'est quand on aime bien quelqu'un, on l'attaque beaucoup. J'ai chance pour avoir mes pantalons, mes chemises. Enfin, j'ai perdu mon complet. Vous avez perdu votre veston? Si quelqu'un voit le veston de Marlon Brando, s'il vous plaît, rendez-le à la télévision. Ah bon. Dites-moi, Marlon Brando, qu'est-ce que vous faites en ce moment-ci? Moi, je tourne maintenant dans un film ici à Paris et dans les arrondissements. Dans les arrondissements de Paris et dans les environs, vous voulez dire? Un film dans qui s'appelle comment? Campagne aussi. Il s'appelle oh, j'ai oublié, vous avez oublié le titre? Ouais. Mais avec qui tournez-vous, au moins, dites-nous? Avec Montgomery Clift. Oui. Avec Dean Martin, avec... ouais, alors ça, vraiment, vous êtes vraiment un tout petit peu fatigué. Ils ont dû vraiment vous demander beaucoup d'autographes. Oui. C'est un plaisir, tout de même. Dites, vous restez en France longtemps? 5 semaines, je crois, presque 5 semaines. Et ensuite, vous retournez aux États-Unis? Non, je tournais en Allemagne aussi. Pour tourner un film de nouveau? Non, c'est le même film. Ah, c'est le même film qui vous fait beaucoup voyager? Non, pardon, oui. Le même film vous fait beaucoup voyager, je dis. Oui. Bon, écoutez, Marlon Brando, est-ce que vous allez revenir à la Kermesse aux Étoiles? Est-ce que vous allez revenir ici aux Tuileries? Will you come back again here? Ah oui, c'est... Quand? Le prochain fois, Non, ici même, aux Tuileries. Oui, le prochain fois dans un tank, comment on dit ça? Dans un tank? Quand je peux acheter un tank, j'irai... Non, ça, vraiment. Ça coûte très cher. Non. Oui, c'est un peu cher. Il est vrai que les vedettes sont si bien payées qu'elles peuvent peut-être se payer un tank. Pardon? Non, ça ne fait rien, rien. Bon? C'est quelque chose Je ne compris pas non plus. C'était un grand plaisir pour être ici, pour avoir beaucoup de... Comme vous êtes très gentil, on vous a récupéré votre veston et nous allons nous quitter au moment où vous allez mettre votre veston. C'est tout de même amusant. Voyons Marlon Brando mettre son veston. Soyez gentil, mettez-le pour nous. Vous ne voulez pas le mettre? Non, absolument pas. Il fait trop chaud. Ils vont enlever tout. Comme je vous comprends. Car il fait véritablement une chaleur étouffante ici. Et vous voyez, il y a beaucoup de monde autour de nous. Merci beaucoup, je vais aller vous laisser. Merci, c'était un plaisir pour parler français en télévision. Vous le parlez très bien. Merci, Marlon Brando. Voilà, bon, on pardonnera Léon Zitrone, on ne peut pas être bon tous les jours. Et je voudrais maintenant vous proposer de regarder un nouvel extrait du Parrain. Bien sûr, tout le monde a vu le film. Et ça fait toujours plaisir de revoir ces scènes que tout le monde connaît avec cette réplique. Et je ne vous dirai pas de quelle réplique il s'agit. Regardez, ouvrez vos oreilles. J'ai qu'à être moi-même. Alors je sais pas quoi faire, parrain. Je sais pas quoi faire. Conduis-toi comme un homme! Qu'est-ce qu'il prend, mon Dieu? C'est ça ce que tu es devenu? Un jeune premier d'Hollywood qui pleure comme une femme? Oui, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est que ces façons? Tu passes du temps avec ta famille? Bien sûr, parrain. C'est bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Viens ici. T'as mauvaise mine. Je veux que tu manges. Et je veux que tu te reposes. Et dans moins d'un mois, ce producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle. Non, c'est trop tard. Ils vont tourner dans une semaine. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Le Parrain, donc, ce film est rentré dans l'histoire. Il y a eu les suites, il y a eu la série. C'est un film quand même de Francis Ford Coppola. Juste un mot rapidement. C'est un Italo-américain. Ça explique aussi la réussite de ce film, tout comme le succès des Affranchis de Scorsese, qui lui aussi vient de la communauté italo-américaine. Je crois aussi que l'intérêt du Parrain, c'est que il y a eu énormément de films de gangsters. On n'a pas attendu le Parrain pour nous présenter la mafia. Les premiers héros des films de gangsters aux États-Unis, c'est James Cagney, George Raft, tout ça est connu depuis très longtemps. Mais Francis Ford Coppola,
De la même manière que Sergio Leone a réinventé le western en Europe pour ensuite le réexpédier aux États-Unis, Coppola réinvente le film de gangster. Et son modèle va servir pendant les 30 années qui vont suivre. Tous les films qui vont parler de la mafia vont largement s'inspirer de l'esthétique du Parrain. De la même manière que dans les années 2000, quand sortira le film de Matteo Garrone et Gomorrah, avec la série qui est peut-être même meilleure que le film, eh bien, c'est une réinvention, là encore, du film de gangster, de mafia, et ce modèle va influencer tous les films qui traiteront du même sujet après, et tous les films que vous voyez aujourd'hui sur la mafia sont tous calqués sur Gomorrah. Donc je crois que ce sont des films vraiment très importants parce qu'ils ne se réduisent pas uniquement à un simple film, ils vont tout à fait au-delà, et ils amènent des inflexions dans l'histoire, dans la façon de raconter des histoires au cinéma, mais pour ça, évidemment, il faut des grands réalisateurs, des grands auteurs, des grands acteurs. C'est évidemment le cas avec Le Parrain. Mais quand même, pour être un peu plus précis, parce que bon, l'histoire n'est jamais aussi carrée que ça, j'ai essayé de vous tracer à grands traits pourquoi Le Parrain avait vraiment marqué l'histoire du cinéma. Mais pour être précis, donc en 1972, l'année d'avant la sortie, il y a un film qui sort, qui traite du même sujet, d'ailleurs il s'appelle Cosa Nostra, et ce film de Terence Young, qui a réalisé quelques James Bond, est interprété par Lino Ventura et Charles Bronson. Il sort un an avant Le Parrain, mais bon, il n'aura pas du tout la même destinée. Mais je voulais simplement le resituer aussi dans son contexte, et si vous ne l'avez pas vu, c'est un très bon film. Et bien sûr, dernière chose, quand on parle du Parrain, il est obligatoire de parler de sa musique. Vous savez que je suis assez attaché aux musiques de films. Quand j'étais jeune, que je venais de voir un film qui me plaisait, j'allais acheter le 33 tours. À l'époque, pas de DVD, pas de cassette VHS, sans rien du tout. On essayait de se recréer, de prolonger le plaisir du film comme on pouvait. Tout ça pour dire que cette musique du Parrain, elle est composée par le génial Nino Rota, qui est bien sûr attaché au nom de Fellini, dont il a fait tellement de musique de film. Et ce qui est amusant, c'est qu'il était quand même assez facétieux, Nino Rota, parce que quand on lui demande de faire la musique, peut-être que c'était un jour de chaleur et qu'il n'avait pas tellement envie de travailler, il a regardé dans ses archives, dans ses compositions, dans ses bandes magnétiques, et il a ressorti, il a recyclé la musique d'un film des années 50 qu'il avait faite et qui s'appelle Fortunella. Il a envoyé le bébé à Hollywood, personne n'y a vu du feu, on s'en est rendu compte après, mais en même temps, quel coup de génie, parce que la musique est absolument géniale. J'ai essayé de vous parler un peu différemment du Parrain, j'ai voulu vous le présenter à travers la personnalité de ce géant du cinéma qu'était Marlon Brando. La fin de carrière de Marlon Brando, je dirais qu'elle est à l'image de ce qu'il était. C'était un rebelle d'Hollywood, il a retrouvé son statut de star grâce au Parrain, et ayant retrouvé ce pouvoir face à l'industrie du cinéma américain, il se contentera de faire des apparitions, dit des caméos aujourd'hui, à prix d'or. C'est le cas notamment quand sort le premier Superman avec Christopher Reeves. On le voit juste au début, le chèque est énorme, inversement proportionnel aux minutes de Brando à l'écran. Et c'est le cas aussi dans, bien sûr, Apocalypse Now de Coppola, où on le voit juste à la fin, dans la pénombre. Il est énorme, c'est une sorte de Bouddha, et il demande à l'époque 3 millions de dollars pour être à l'écran pendant quelques minutes. C'est Marlon Brando, je crois que c'est sa séduction énorme qui lui a permis de s'opposer autant à l'industrie tellement puissante du cinéma américain et des majeures compagnies. Je crois que dans l'histoire du cinéma, aucun autre acteur n'a eu autant de pouvoir pour affronter cette industrie et mener sa carrière comme il le voulait. Et c'est pour ça qu'il laisse une image tellement forte, et son magnétisme, sa séduction, c'est vraiment exercé aussi bien dans la vraie vie qu'au cinéma. Voilà, j'espère que vous avez appris 2-3 choses sur Marlon Brando, et peut-être que ça vous donnera l'envie de revoir ce film magnifique. Donc je m'éclipse, je m'efface derrière Marlon Brando dans Le Parrain,
Francis Ford Coppola, 1972.